Anem a començar el side event sobre la sessió que avui té l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa a l'entorn de l'anomenat informe Silevich i la seva moció. Abans de res, vull anunciar que tenim present que fa molt poca estona el president del govern d'Espanya ha anunciat que demà el Consell de Ministres del govern espanyol discutirà i aprovarà 9 indults pels 9 líders catalans que estan a presó. Jo vull recordar que són vora 2.000 les causes judicials i de seguiment i persecució del Tribunal de Comptes que estan pendents a banda de la gent que està a l'exili. Però vull anar al side event que anem a fer sobre la llibertat d'expressió dels parlamentaris, segons el Consell d'Europa, expressant la meva satisfacció i agraïment als ponents que van a participar. Françoise Tulkens, exvicepresidenta del Tribunal Europeu de Drets Humans, Josep Casadevall, exmagistrat al mateix tribunal, i Rob Berens, actual ombudsman parlamentari del Regne Unit. Es tracta de l'anomenat informe Silevich, redactat com es fan els informes de l'Assemblea Parlamentària a partir d'un relator, d'un treball per part del relator en els escenaris del tema, Turquia i Espanya, de la mà dels governs respectius i amb les entrevistes corresponents. Val a dir que a Catalunya el relator va estar entrevistant a tots els grups parlamentaris. Hi ha un conjunt d'entitats amb la col·laboració demanada per part del Consell d'Europa de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya. Vull recordar que en l'informe figuren diverses cites dels informes elaborats pels síndics de Greuges, des del que tracta de la regressió de drets i llibertats fins a informes sobre el Tribunal Suprem. Informes elaborats per col·laboradors del síndic que amb gran rigor i independència de criteri, havent comptat entre aquests col·laboradors a exmagistrats del Tribunal Europeu, a exfiscals, a professors universitaris, a un llarg etcètera, del qual jo n'estic també molt orgullós. Quin és el nucli central del side event d'avui? La llibertat d'expressió i la llibertat d'expressió en els parlamentaris. Constantment el Consell d'Europa i tots els seus organismes s'ha pronunciat sobre això. Nosaltres vam cridar l'atenció sobre la sentència del Tribunal Constitucional espanyol del 2014, quan per primera vegada va entrar a penalitzar les opinions d'indirizzo polític, d'impuls polític, al nostre entendre sortint fora del marc del que és el Conveni Europeu de Drets Humans. Penalitzar o judicialitzar les expressions polítiques parlamentàries pot ser un greu defecte. Per això avui demanaré als nostres ponents que ens concentrem en els drets. Els parlamentaris expressen el dret de participació, són elegits per la població, el dret de representació i, sobretot, el dret a expressar-se lliurement a les cambres parlamentàries. Per això, començant per Françoise Tulkens, demano als 3 ponents que expressin les seves opinions. Françoise, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci bien. La liberté d'expression était fondamentale, elle est essentielle. Je voudrais rapidement rappeler ce que sont les points cruciaux de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la pierre angulaire de la démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de privilégier les droits des uns aux dépens des autres, mais de veiller à la sauvegarde d'une condition essentielle sans laquelle ne pourrait subsister aujourd'hui une démocratie et une société libre. Et c'est de là que nous devons partir. C'est de là que nous voulons partir. La liberté d'expression n'est pas simplement un droit subjectif, c'est un principe objectif pour assurer la vie
en démocratie. Donc ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour l'établissement d'une société démocratique. Nous savons aujourd'hui combien en Europe et dans le cadre du Conseil de l'Europe, la question de la démocratie est cruciale. La liberté d'expression, ça s'inscrit dans le cadre de la liberté de penser, qui est aussi garantie par la Convention. Cela étant dit, la liberté d'expression connaît des limites. Dans le droit européen de la Convention des droits de l'homme, elle peut être soumise à des limites. La liberté d'expression comme fondement de la démocratie, bien sûr, s'applique aux informations, non seulement celles qui sont considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. La Cour européenne des droits de l'homme l'a répété depuis des années. Cela étant, ces limitations, ces ingérences qui sont autorisées dans l'exercice de la liberté d'expression doivent être interprétées restrictivement. Et c'est là-dessus que le contrôle de la Cour doit s'exercer, un contrôle qui doit être fait in concreto. S'il y a des limitations au droit à la liberté d'expression, elles doivent d'abord être prévues par la loi, ce qui implique un débat démocratique, et la loi elle doit être accessible, prévisible pour assurer la sécurité juridique. Cette loi doit aussi être formulée avec suffisamment de précision pour permettre aux citoyens de régler leur conduite. Les limitations à la liberté d'expression doivent répondre à un but légitime, la sécurité nationale, l'intégrité du territoire, la sûreté, la défense de l'ordre, la prévention du crime, pour précisément s'assurer que ces libertés poursuivent ce but légitime dans une société démocratique. Et puis, elles doivent correspondre à un besoin impérieux, donc être proportionnées au but poursuivi. Voilà, je dirais, le contexte général. Alors, et c'est à la lumière de ces principes généraux que l'on doit examiner la question des politiciens, des hommes ou des femmes politiques dans l'exercice de leur mandat parlementaire. Quelles restrictions peuvent être apportées à des personnes politiques, à des personnages politiques dans l'exercice de leur mandat, en ce compris éventuellement par la voie pénale. Principe de base, une liberté étendue. Ça, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit à plusieurs reprises. La liberté d'expression des femmes et des hommes politiques, c'est au cœur de la question. Nous vivons dans des démocraties représentatives. Les élus du peuple, parce que c'est ça qu'ils sont, les parlementaires sont des élus du peuple. Ils doivent pouvoir exprimer leur vue librement pour remplir leurs fonctions, pour remplir leur mission, conformément à un protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit expressément qu'il faut pouvoir exprimer librement l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Donc, les parlementaires jouissent d'une liberté étendue et la Cour européenne des droits de l'homme, dans beaucoup d'arrêts, je ne vais pas les citer ici parce qu'ils sont nombreux, est particulièrement attentive à la liberté d'expression des membres du Parlement, sans distinction qu'il s'agisse d'un Parlement national, régional ou local. Dans une démocratie, le Parlement ou les institutions comparables, c'est là le lieu essentiel du débat politique. Et donc, la liberté d'expression qui est importante pour tout le monde, pour tous les citoyens, est de la plus haute importance. Et je cite presque ici des passages des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a de la plus haute importance et requiert un niveau de protection pour un représentant du peuple. Pour un représentant du peuple dans le domaine des discours ou des débats politiques et dans les matières qui sont d'intérêt général. Donc, les ingérences, les limitations du droit à la liberté d'expression d'un parlementaire appellent, et je cite ici les arrêts, un contrôle des plus stricts. C'est de là qu'il faut partir. Et donc, seulement des raisons sérieuses, particulièrement fortes, et j'ai envie de dire dès à présent, ces raisons sérieuses, particulièrement fortes, qui pourraient justifier des restrictions au discours politique tels que l'incitation à la haine, l'incitation à la violence. Le discours de haine, l'incitation directe à la violence pourrait justifier d'imposer des restrictions au discours politique.
toute la question, évidemment, est de savoir ce qu'on entend par discours de haine et ce qu'on entend par incitation directe à la violence. Ce sont vraiment les deux conditions, les deux critères qui permettraient de justifier des restrictions au discours politique. Il y a un arrêt contre l'Allemagne relativement récent, Pasteur contre Allemagne, le 3 octobre 2019. La Cour a estimé que la condamnation du président du NPD, le Parti national démocratique, dans le Land de Mecklembourg, qu'il soutenait que le Holocauste était utilisé à des fins politiques et commerciales, la Cour, dans cette hypothèse-là, a estimé qu'il était nécessaire d'accepter une ingérence dans la liberté d'expression. Cette ingérence a été considérée comme poursuivant un but légitime et elle étant proportionnée. Parce que dans ce type de situation, cette affirmation, cette condamnation qui a valu la condamnation de ce parti, incitait directement à la violence et au discours de haine. Alors, on pourra encore multiplier les références parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Il y a un arrêt qui date de 2016 et qui est sans doute un peu l'arrêt de principe. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez, il y a de temps en temps de ces arrêts de principe qui alors guident un peu l'interprétation pour les années à venir. Et c'est l'arrêt Karacsony contre Hongrie, 2016. C'est un arrêt de principe. Et la Cour va rappeler là-dedans, et c'est vraiment important à le dire, l'importance de la liberté d'expression des parlementaires. Et elle dit ceci, c'est le vecteur par excellence du discours politique. Et je continue à citer, précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple. Il représente ses électeurs, signe leurs préoccupations et défend leurs intérêts. La règle de l'immunité parlementaire que vous connaissez, puisque c'est la règle qui est applicable aux parlementaires de quelque parlement que ce soit, atteste évidemment de ce haut degré de protection. Et cette règle de l'immunité, elle est commune à toutes les démocraties. Et donc la Cour va rappeler dans cet arrêt que l'article 10 de la Convention, parce que c'est de cette disposition qu'il s'agit, ne laisse guère de place pour les restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique. Elle va cependant dire dans cet arrêt, qui est vraiment un arrêt de principe, que dans certains cas, on peut accepter une certaine dose de réglementation qui peut passer pour nécessaire afin de faire échec à des moyens d'expression tels que ceux, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui constituent des appels directs à la violence. Les appels directs à la violence ou le discours de haine constituent la limite pour tout le monde et également pour les parlementaires. Cet arrêt rappelle aussi que le fonctionnement efficace du Parlement est évidemment une valeur essentielle à une société démocratique et donc il faut que la liberté d'expression ne porte pas atteinte à la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires. Donc, on ne peut pas utiliser cette liberté d'expression d'une certaine manière, qui porterait atteinte à ce lieu de la démocratie qu'est le Parlement. Voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui où en est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je synthétise, la liberté d'expression est le socle de la démocratie. Et à cet égard-là, on peut dire que c'est vraiment le droit le plus important de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est fondée sur la démocratie et l'état de droit. La liberté d'expression est un élément de l'état de droit auquel nous sommes tous profondément attachés. 2, des limitations sont possibles parce que c'est un droit qui autorise des limitations qui sont prévues dans l'article 10 de la Convention et également dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et également dans le Pacte des droits civils et politiques. Tout ça, c'est un ensemble de droits qui sont reconnus dans tous les instruments contemporains de protection des droits fondamentaux, des limitations possibles en ce qui concerne les parlementaires, des limitations qui sont le discours de haine et l'incitation directe à la violence et le bon fonctionnement de l'institution démocratique par excellence que constitue le Parlement. Donc la voie pénale, est-ce que l'on pourrait utiliser la voie pénale? Alors sur ce point-là, je vais donner la parole à mon
mon cher collègue et ami Josep Casadevall, parce qu'il y a un arrêt de la Cour d'Émirtage 2020 de Grande Chambre qui pose précisément cette question de l'usage de la voie pénale. Avant de lui donner la parole, je voudrais alors sur ce point juste rappeler, c'est que le recours à la voie pénale pour limiter la liberté d'expression ne peut être considéré, il faut toujours partir des principes et puis voir les exceptions, ne peut être considéré comme nécessaire et proportionné que de manière subsidiaire et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Donc la voie pénale est contradictoire avec la liberté d'expression. Elle est tout à fait contradictoire et ne peut intervenir que dans des situations tout à fait exceptionnelles. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que, in a nutshell, comme disent les Anglais, en résumé, je pourrais rappeler par rapport à cette liberté d'expression, qui est essentielle. Je l'ai dit, je le répète, je le reprends encore. Les parlementaires doivent l'utiliser avec le sens de la responsabilité qui est la leur, à savoir de mener un débat démocratique. Voilà, je vous remercie pour avoir suscité ce débat sur une question aussi cruciale. Merci beaucoup, madame. Et j'espère qu'après, on pourra rentrer dans quelque chose que vous avez dit. Monsieur Casadevall, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le médiateur. Et merci, Françoise, pour ton introduction. Je ne peux que souscrire à tout ce que ma collègue ou ex-collègue vient de dire et qui concerne les principes généraux de la grande jurisprudence de la Cour en la matière de la liberté d'expression. Liberté d'expression en général et notamment et particulièrement en le cas d'espèce, liberté d'expression pour les élus du peuple et qui sont, comme cela a été dit, les représentants de la vraie démocratie. Je voulais ajouter, parce qu'après je vais oublier, Françoise en parlant de la liberté d'expression de l'article 10, a précisé qu'il ne fallait pas oublier l'article 9 qui concerne la liberté idéologique et la liberté de penser. Mais je voulais ici ajouter, parce que dans le cadre que nous analysons peut avoir une certaine importance, l'article 11, qui est étroitement lié aussi en ce qui concerne la liberté de réunion et la liberté de manifestation. Je commencerai par dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport qui a été élaboré par le rapporteur M. Silevic. Bon, le rapport en fait contient deux parties. L'une concerne les enquêtes que le rapporteur a fait sur place pendant ses voyages et qui concerne les faits qui soutiennent ses conclusions pour le rapport. C'est un travail de champ important qui a été fait par le rapporteur, mais sur lequel je ne rentrerai pas. Ce sont les faits, je lui fais confiance. Il a travaillé énormément pour faire cet établissement de faits et donc on part du principe que c'est un document sérieux qui a été bien travaillé et qui permet d'arriver à des conclusions. La partie qui m'a plus intéressé, c'est celle qui concerne les droits et libertés protégés par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je dois préciser que le rapport tient compte de cette jurisprudence, il est bien fondamenté, il a pris en compte tous les éléments importants à retenir, et là je ne ferai que rappeler, suite aux grands principes, aux principes généraux qui ont été annoncés par Françoise, donc la jurisprudence qui est déjà reprise par M. Silevic, et qui on pourrait remonter à justement un arrêt contre l'Espagne, Castells, de 92, qui est un des premiers qui fixe ces grands principes et dans lequel on retrouve cette phrase répétée maintes fois, des questions qui choquent, qui heurtent et qui inquiètent, qui doivent être acceptées comme principe pour la liberté d'expression.
Tous les grands principes établis par la Cour, on les retrouve donc déjà dans l'arrêt Galaxoni qui a été mentionné par Mme Tulkens, et on peut rappeler aussi Jérusalem contre l'Autriche, et justement un arrêt aussi contre la Belgique, que tu connais bien Françoise, Ferré contre... Et puis encore un arrêt contre l'Espagne, Otegui Mondragón, à l'espèce, c'était un parlementaire basque qui a tenu des propos à l'encontre du roi, et la Cour a estimé dans cette affaire, pour conclure à la violation, deux aspects qu'il faut distinguer. D'un côté, la qualité, bien sûr, de parlementaire et sa liberté d'expression lors d'une conférence de presse. Ensuite, il a remarqué, la Cour, que les propos de M. Otegui, bien que peut-être impertinents, dans le sens gênant, peut-être pas très élégant, etc., ne faisaient aucun appel à la violence, ni physique, ni même aucun. Et donc, cela suffisait pour dire que sa liberté d'expression avait mérité des ingérences de l'État. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel cet arrêt se sustente, c'est le fait que face aux injuries ou diffamations qui peuvent être portées à l'égard d'une personne, il y a le principe d'égalité qui s'impose et que aucune personne n'étant privilégiée devant la loi, même le roi ou les chefs d'État, etc., ne pouvait pas mériter de privilèges ou de traitements différents que ceux qui sont octroyés à tous les mortels. Cette distinction permet de dire aussi que les aspects qu'on peut retrouver dans le code pénal de protection accrue ou privilégiée de certains acteurs de la vie politique, la Cour dit cela ne marche pas, il y a le principe d'égalité qui doit être apposé. Encore, il y a l'arrêt très intéressant, c'est de 2020, je crois, décembre 2020. Cela, c'est l'arrêt contre la Turquie de Selahattin Demirtas. Ça, c'est un arrêt que, pour le sujet dont nous traitons aujourd'hui, mérite la lecture. C'est un arrêt long et compliqué parce que ça concerne plusieurs articles de la Convention. Là, je me limite à l'article 10. Là, M. Demirtas était ou est un leader de l'opposition et qui donc fait la défense de ce qui serait un jour l'indépendance du peuple kurde. Il le soutient avec ferveur et donc il a été poursuivi et condamné pour ses convictions, pour son idéologie. Et l'arrêt de 2020, malheureusement, d'après ma connaissance, n'a pas été exécuté. Et c'est un des peu d'arrêts existants où la Cour, dans le dispositif de l'arrêt, dit noir sur blanc que l'État doit prendre ses mesures pour libérer la personne en question. Cela s'était déjà fait dans l'arrêt, je ne me souviens plus le nom, Françoise, d'un pays de l'Est, d'un dirigeant politique, où la Cour a orgé, c'était la première ou la deuxième fois. L'arrêt Azanidze. Azanidze. Voilà, oui. Bravo, merci. Azanidze a été libéré le lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour. Ce n'est pas le cas dans l'arrêt Selahattin Demirtas, où, d'après ma connaissance, la personne en question n'a pas été libérée. Je suppose que l'affaire se trouve devant le comité des ministres. Je sors un peu
de la liberté d'expression par elle-même pour les parlementaires, pour citer aussi encore un arrêt contre l'Espagne, qui est l'arrêt, c'est des Catalans, justement, Stern, Taulats et Roure Capellera, à Gérone. Ces jeunes ont brûlé des photos du roi d'Espagne. Et c'est là où on retrouve les principes que je vous ai annoncés pour Otegui, quand la Cour a dit le principe d'égalité, de protection pour toutes les personnes, sans privilège pour quiconque. Cela a été répété dans l'affaire Taulat pour les jeunes qui ont brûlé les photos du roi. Déjà, la Cour est revenue sur le fait que c'était pas ça pourrait être une opération donc d'indélicatesse. Moi, personnellement, je ne brûlerai des photos de personne, mais bon, c'était pas un acte violent. Il ne prenait pas la violence. Et puis, la Cour a repris le principe que nul, même pas le roi ou un chef d'État, devait avoir une protection plus supérieure à celle des autres personnes. Je voudrais en conclure, donc on peut retrouver encore d'autres arrêts, La Croix contre France, Sagny contre l'Hongrie, ce sont des affaires qui concernent des gens, des représentants publics, des alliés du peuple, qui ont fait des discours, qui ont tenu des agissements toujours bien sûr non violents, parce que là, on va entrer dans les limites de la liberté, et dans ce cas-là, les ingérences de l'État sont tout à fait prévues, et je dirais même normal qu'elles existent pour éviter cela. J'en conclus pour dire que cette partie du rapport de M. Silevich donc est appréciable dans le sens où il a bien compris, il a bien repris les grands principes et les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la matière qui fait objet de notre rencontre, et sur ce point, je le félicite. And now I am honored to give the floor to my colleague Rob Berens, UK Parliamentary Ombudsman. I'm grateful for this invitation. I hope you can hear me. For three reasons. First of all, because the invitation comes from Raphael Rebo, until very recently the distinguished president of the European Board of the International Ombudsman Institute and Ombudsman of Catalonia. In a long and distinguished career, he has been a resolute champion of human rights and freedom of expression. He has spoken out when others would have thought it safer to keep silent. He is a man of enduring principle, and I am proud to call him a colleague. Secondly, because it's an honor to share a platform with two very distinguished human rights jurists. My own credentials for speaking with these two experts are slim. To borrow a phrase from Benjamin Disraeli, the politician and novelist, in this company, I am the blank page between the Old Testament and the New. But thirdly, and sincerely, I believe the question before us about whether politicians should be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate is so fundamental to the nature of democratic society and public trust that the answer cannot be left to lawyers or conventions on human rights alone. Because it affects the relationship between the state and wider society, civil society must be a participant in this debate. And I want to make 4 points very briefly. First of all, that the freedom of expression, as we have heard, is not an absolute right. While it is a fundamental right, it is not an absolute right. And the damage to democratic values and civil society would be very great if freedom
of expression for politicians became an absolute right, whether that was for politicians or for other social activists. We know that freedom of expression is a fundamental right protected by Article 10 of the European Convention, and in Britain this was adopted in 1950 and came into force in 1953. It was only comparatively recently incorporated into our national law in 1998. But protection under Article 10 extends to the expression of views that may shock, disturb, or offend the deeply held beliefs of others. At the same time, because it's not an absolute right, any restrictions on freedom of expression must always be clearly set out in law, necessary in a democratic society for a legitimate aim, and proportionate. So, freedom of expression does not protect statements that unlawfully discriminate or harass or incite violence. And as the June the 7th report of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe makes clear, the Assembly is of the view that calls for the violent overthrow of democratic institutions are not protected. Politicians have a special responsibility due to their high visibility to refrain from such abuses. What the draft resolution adds, however, is that everyone, and in particular politicians, have the right to make proposals whose implementation would require changes to the Constitution, provided the means advocated are peaceful and legal, and the objectives aren't contrary to the principles of democracy and human rights. So Article 10, therefore, countenances the basis of an evidence-based argument, and in the extreme, litigation about the reach of freedom of expression. And I personally think this is right. This is difficult because it's not often easy to draw the boundary between expressing intolerant or offensive views protected under Article 10 or other policy argument so serious that it's not protected. Factors relevant in this decision are the intentions, the context, the particular words used, and key, the proportionality issue, which goes to the heart of these issues. On this basis, it's not in any way clear that either set of politicians in the cases looked at by the Parliamentary Assembly should have been subject to legal scrutiny by domestic courts. But I have three conditional points to make alongside that. I subscribe to the view that there is a case to be made for distinguishing to some limited extent between politicians and members of civil society as far as freedom of expression is concerned. The right of freedom of expression should give very strong protection to political speech and materials. The United Kingdom came very early to the issue of freedom of expression for politicians. Our Bill of Rights of 1689 is one of the basic instruments of the British Constitution, the result of a long struggle between a tyrannical monarchy and the English people and Parliament. And the bill firmly established and retains the principles of frequent parliaments, free elections, and absolute freedom of speech within Parliament, which we call today parliamentary privilege. But outside Parliament, and in the case of elections, the rights of politicians are rightly diminished, but still favourable. It is particularly important in the period preceding an election that opinion and information of all kinds are permitted to circulate freely. But it's only inside Parliament that MPs have absolute freedom of expression. So, for example, in the 2010 general election in Britain,
the election of a Labour MP was invalidated because of untruths told in the campaign about his opponents. Thirdly, having argued for some recognition of the key constitutional role played by politicians and MPs, in my view, this is limited by the need for politicians to be properly representative and leaders of the people that they serve. This means that politicians should be subject, with some exceptions, to the same constraints that apply to ordinary citizens. If it is contrary to the law for citizens to knowingly stir up racial or gender-based hatred or to promote civic violence, those rules should apply to politicians too. Without this, there is less chance of politicians having the same lived experience as citizens or to have empathy with them. There is also a danger of creating a class of politicians remote from the people that they serve and neglecting their role in promoting the reasonable exchange necessary for maintaining cohesion in a democracy. These are key elements of a liberal democracy and representative government. And I can certainly envisage circumstances in which politicians should properly be prosecuted or penalised for statements in the exercise of their mandate. In the United Kingdom, Oswald Mosley, not a member of Parliament at the time, was in my view rightly interned for his pro-fascist speeches for the duration of the Second World War. But my last point is a domestic one, and it's about the protection which is needed for the foot soldiers of administrative justice in overseeing freedom of expression. We need to avoid a perverse situation rapidly developing in some parts of the world today, where on the one hand, populist politicians have unrestrained freedom of expression in what they call the exercise of their mandate. And on the other hand, those in the administrative justice system, judges and ombudsman officers, are sometimes persecuted and harassed for holding to account and criticizing politicians for their words and actions. These are words and actions which are not only the expression of views that may shock, but are so disproportionate and malicious that they endanger the democratic process. And in this context, and finally, I have concerns about the treatment of at least 2 European ombudsman colleagues who have been traduced for seeking to defend the rights of those disproportionately criticized by the state in their own jurisdictions. In the case of Poland, the Human Rights Commissioner, Adam Bodnar, has been threatened, bullied, and hounded out of office by politicians who object to his defense of the human rights of Polish citizens. Not many European institutions have come to his assistance in this challenging situation. And Rafael Rebo has been roundly subject to criticism for seeking to defend the human rights of politicians in Catalonia who advocated the referendum in 2017. A peer review of the Ombudsman Service in 2020, which I participated in, looked at the legislation relating to the syndic in general and human rights aspect in particular. And we observed that the Venice Principles are clear on the important role that the Ombudsman plays in upholding human rights. We noted that the Ombudsman in this case operated clearly within his mandate to investigate issues of human rights and spoke without fear or favour of his view that rights had been impaired. It is not only politicians who need protection in the exercise of their mandate, but actors in the administrative justice system too. To concentrate only on politicians is to miss the wider crisis that challenges Europe today. Thank you. Thank you very much, Rob.
m'agradaria deixar una reflexió damunt de la taula per si algú dels participants vol fer algun afegitó, i és el fil conductor que ha començat en François de la contradicció entre tractament penal i llibertat d'expressió en el cas dels representants. Vull recordar que en l'apartat tercer de la draft resolution de lo que es debat avui a l'Assemblea Parlamentària d'Europa, el propi relator recorda, com s'ha dit en les tres intervencions, que la llibertat d'expressió no pot ser sense límits i parla, tal com diu l'Assemblea del Consell d'Europa, el hate speech, l'odi, convidant a la violència, i també parla dels temes de raça, d'origen, de religió o d'opcions polítiques que criden a la violència per canviar el sistema polític i que els polítics tenen una especial responsabilitat en aquests temes. Per això, i aquí està la reflexió que deixo damunt la taula, frapa, és molt xocant veure com la sentència 2014 del Tribunal Constitucional va suposar un gran canvi i tot el que s'havia defensat quan fins aleshores s'havia dit que les resolucions parlamentàries d'impuls polític no tenien efectes jurídics i no eren impugnables, però a partir d'aquesta sentència el tribunal manté la subjecció a control jurisdiccional de resolucions parlamentàries de caràcter estrictament polític. Crec que aquest és el cor de la qüestió del debat que estem tenint i del debat que es tindrà aquesta tarda a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. I m'agradaria saber si els participants, he vist que ara François ens ha deixat perquè té una sessió parlamentària, però tant el senyor Casadevall com el senyor Berens, si volen afegir alguna cosa al respecte. Per tant, els hi obro el debat a ells dos. Josep. Complément de l'antérieur. Cela a été rappelé aussi par M. Berens, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Ça, on est tous d'accord. Il y a des limites. Et ces limites sont justement le discours de haine et l'incitation à la violence. Et sur ce point, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est riche parce qu'il y a beaucoup d'arrêts où c'est celui qui a été condamné dans son pays qui comparaît devant la Cour en invoquant la liberté d'expression pour pouvoir maintenir son discours qui est parfois un discours de haine ou d'incitation à la violence. N'oublions pas que dans la Convention, il y a aussi l'article 17. Et l'article 17, ça se traduit en l'interdiction de l'abus de droit. Donc, on ne peut pas invoquer le droit à la liberté d'expression pour en même temps violer le droit d'autrui qui serait protégé par l'article 8. C'est là où, très souvent, il y a une confrontation entre l'article 8 et l'article 10 parce que ce sont des droits qui parfois se trouvent opposés. Et il n'y a pas un droit supérieur à l'autre. On est dans des droits qui sont protégés à l'égalité. Et c'est là où on rentre dans le test qui est fait par la Cour quand il y a une ingérence à la liberté d'expression. Donc, primo, il y a une ingérence de l'État, oui ou non? Si c'est oui, on poursuit l'analyse. Est-ce que cette ingérence était prévue par la loi? Et le sens de prévu par la loi est large. La loi doit être claire, accessible et d'une qualité suffisante pour pouvoir comprendre comment faire l'adéquation du comportement des personnes vis-à-vis de la loi. Si l'ingérence était prévue par la loi, on passe au stade suivant. Est-ce que cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique? En sachant que la Cour a dit toujours que cette expression se traduit dans le sens de dire que c'était une intervention, un besoin social impérieux. Et si c'est encore oui,
on tombe sur le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est la proportionnalité. La proportionnalité entre donc l'ingérence et le but visé. Donc une peine trop lourde, et là, ça me revient à revenir sur la peine de prison. Donc cela, la Cour l'a écarté à plusieurs reprises. Et puis, il y a même une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe en relation à ce qui est tout ce qui est des injuries. Le mot m'échappe en français maintenant, quand on... Injurious. Not injury in English. Calomnie, etc. La recommandation du Conseil de l'Europe, c'est de prendre d'autres mesures autres que les peines privatives de liberté. Donc, que ce soit des mesures administratives ou à la limite civile de réparation, mais qu'on évite au maximum d'imposer des peines de prison. Ça, c'est relatif à la proportionnalité. Et lorsque j'ai parlé de la prévisibilité de la loi, je me réfère à l'article 7 de la Convention, et c'est la nécessité d'arriver à faire une liaison juridique précise, exacte, entre les faits qui sont imputés aux personnes mises en examen et puis condamnées, avec la typification exacte du délit qui est prévu dans le Code pénal. Là, il y a une grande, dans le cas de cet arrêt qui concerne l'Espagne, l'arrêt sur le procès, qui est au cœur de cette discussion d'aujourd'hui, c'est un des problèmes qui déjà ont été soulevés par les juges dissidents de la Cour constitutionnelle. Rob, do you want to take the floor? Mr. Berens. Thank you. Well, first of all, I'm not a lawyer. Secondly, I need to be careful not to stray beyond my own mandate in the United Kingdom. And I note that even as we speak in the UK, there is discussion about the extent to which outside the European Union, the UK should continue to abide by the rulings of the court. So I'm not here to make judgments beyond my remit. But I'd like to just emphasize three things in the context of what you said, Mr. Rebo. The interventions that I have seen and read about, both by you and by the politicians, have been peaceful throughout. They have never advocated violence. They've always been process-driven. The context of what happened is of an essentially peaceful engagement. And the principle of proportionality needs to apply, as the Convention states, in all these situations. And the longer we look at it, the stronger your own position is in the context of the decisions made by the domestic government. Thank you very much. Vaig a tancar ja la nostra sessió, no sé que algú vulgui afegir alguna cosa, només deixant damunt de l'escenari el que en part ens ve condicionat pel que hi ha hagut aquest matí a Barcelona. S'ha anunciat per demà uns indults que queden en relació al que diu la resolució que es vota aquesta tarda a l'Assemblea Parlamentària d'Europa, que exigeix que s'alliberin sense retard tots els presos polítics d'acord amb les resolucions del Consell d'Europa. Faltaria saber, i veurem en el debat que hi haurà aquesta tarda, fins a quin punt els indults complirien o no extensament amb el que conté
aquest punt de resolució. Ja no vull entrar en els altres punts que escapen al debat que hem tingut i, com deia ara el Rob, fins i tot a les competències que podíem utilitzar. Estic molt honrat de la presència dels tres ponents, molt agraït als tres per la vostra experiència com a magistrats del Tribunal Europeu, per l'experiència de Rob Berens en el que significa segurament la institució d'Ombudsman més important del món, la del Regne Unit, i com ho està empenyent i impulsant ell, i esperem el resultat d'aquest debat de l'Assemblea aquesta tarda. De nou, moltíssimes gràcies. See you. See you. Merci.